Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. On commence une série d'entrevues sur la politique municipale. On ne pourra pas couvrir toutes les villes, tous les candidats, mais on fait ce qu'on peut. On commence avec Transition Québec, Jackie Smith, parti plus à gauche. Ça va donner une discussion intéressante, je pense. Mais il y a un vrai show régulier de Yann et Frank qui se passe. Il va être sur Patreon, donc une émission pareille comme d'habitude avec des sujets d'actualité. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur Patreon et je vous souhaite une bonne entrevue. Alors, bienvenue dans Yann et Frank. Aujourd'hui, on continue avec notre série de podcasts avec des futurs, pas des futurs, des candidats en réalité Mhm. à la mairie de Québec. Jackie Smith de Transition Québec a accepté notre invitation, donc on est très heureux de la recevoir en studio, en personne. Profitez de l'entrevue tout le monde. Vous avez été la première, en fait, à accepter, je vous l'annonce, on s'en était pas parlé, vous avez été la première à accepter nos demandes d'entrevue. On parlait un petit peu avant de commencer de la difficulté de rejoindre les gens plus jeunes, un public qui n'est peut-être pas nécessairement sur les médias câblés, les médias écrits. Est-ce que ça fait partie de votre réflexion sur comment je fais pour diffuser mon message, me faire connaître, on parlait d'Instagram, on parlait de TikTok, mais les podcasts aussi, ça rentre là-dedans de plus en plus, là. Mais c'est ça. Pour Transition Québec, tu sais, aux premières élections en 2021, on essayait de juste faire une percée. Notre objectif, c'était vraiment juste parler de changement climatique parce que on n'avait pas le sentiment qu'on parlait des enjeux. La politique municipale, ça portait beaucoup sur les personnalités, de genre, est-ce que c'est une bonne gestionnaire? Est-ce qu'on va bien ramasser vos poubelles, etc. Donc, nous, on voulait comme mettre de l'avant certains enjeux, dont le lutte au changement climatique. Donc, pour nous, c'était quand même facile de rejoindre les jeunes OK. au début parce que tout le monde était jeune. J'approchais 40 ans et j'étais une des plus vieilles personnes dans le gang. Donc, pour nous, tu sais, les médias sociaux, c'était très évident pour nous, c'était facile pour nous. Puis on a quand même rejoint beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais déjà fait la radio communautaire. C'est quelque chose qui m'a donné un peu de pratique et un certain sentiment de comme le long format, c'est intéressant parce qu'on peut aller au fond des idées. Mais on a vu que tu sais, les médias se multiplient, puis le long format des podcasts, il y a de plus en plus de monde qui embarque. C'est une formule intéressante. Et tu sais, les médias sociaux, c'est intéressant. Ben, c'est étrange parce que on voit avec les algorithmes, il y a des personnes qui nous suivent, mais ne suivent pas nécessairement la politique municipale en Exact. entier. Ils ne savent pas c'est qui les autres candidats, donc ils sont un peu comme dans Un une silo. bulle, un Ouais. silo. Donc, il y a ça, mais aussi dans les autres médias traditionnels, comme radio, ça rejoint une certaine génération, télévision, ça rejoint une autre tranche d'âge. Donc, c'est vraiment important d'aller autant que possible dans autant de médias possible, mais ça reste quand même un défi pour les politiciens d'aller voir où les gens écoutent et comment on peut rejoindre les audiences. En 2021, vous, Transition Québec, élisez une personne. Donc, Jackie, vous êtes élue conseillère. On sent quand même certains rapprochements avec Bruno Marchand à l'époque, mais des fois aussi certains clashs entre les deux. Vous n'avez pas fait partie de son équipe comme telle au niveau de l'administration. C'est quoi votre objectif pour la campagne de 2025? Évidemment, probablement d'avoir plus qu'une conseillère, peut-être même le poste de maire. C'est quoi l'objectif réel pour cette campagne-là pour Transition Québec? Bien, pour nous, tu sais, on veut mettre de l'avant, évidemment, une position positive parce que ça fait 4 ans que je suis dans l'opposition et je pense que tu sais, d'être en opposition avec une personne seule, on a quand même eu les grands gains. Il y avait plusieurs choses qu'on avait proposées en tant qu'une parti politique franchement à gauche et franchement écologiste. Là, il fallait que je travaille fort puis être très flexible et pragmatique avec mes décisions et où mettre les pressions, où être
où être comme combatif et où être conciliante. Là. Donc, c'était tout un défi. Mais maintenant, on veut se positionner et parler de nos idées et ne pas constamment être en réaction. Donc, c'est quoi notre vision de la ville? T'sais, nous, on veut une ville qui est, évidemment, un bon milieu de vie. Une des grandes forces de la ville de Québec, c'est sa nature. Il y a un grand accès à la nature à Québec. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de parcs. Et on veut justement protéger les espaces naturels parce que c'est la grande force du Québec, la qualité de vie, mais aussi, c'est important de garder la biodiversité. Donc, c'est quelque chose qui nous tient au cœur, dans un sens. C'est la protection de la nature. La crise de logement, c'est vraiment grave. Et on a l'impression que à Québec, les projets de logement vraiment, véritablement abordables, ça stagne. Nous, on voit que les loyers augmentent, que toutes les tranches de loyers qui sont véritablement modiques, où les gens peuvent payer. On parle de combien à peu près un loyer modique présentement dans la Ville de Québec? On parle en bas de 1 000 $ par mois pour tout, là. Mais c'est très rare. C'est en bas de 1% des loyers sont en bas de 1 000 $ par mois. Puis, on voit que de plus en plus, les gens se font évincer pour les rénovations ou quoi que ce soit. Donc, dans cette petite tranche-là, il y a des personnes qui se trouvent dans une situation financière qu'ils n'ont jamais vue auparavant. J'ai plusieurs années qui sont les salaires assez, pas les salaires, excuse-moi, les pensions assez intéressants, qui dit, ben, il faut que je quitte mon appartement pour X raisons, une séparation ou ça ne me convenait plus, quoi que ce soit, mais je ne le trouve pas. C'est quelque chose de mon budget, puis mon salaire ne va pas augmenter, mon pension ne va pas augmenter. Donc, c'est la sorte de choses que les gens se sont serrés et on voit que dans tout l'écosystème de logement, il y a comme un effet domino où les gens se trouvent vraiment dans la rue de plus en plus que jamais. La crise de l'itinérance, c'est inédit. On voit dans Saint-Roch, oui. C'est quelque chose. Toutes les ressources pour l'itinérance actuellement sont basées dans Saint-Roch. Donc, si tu tombes en itinérance, souvent, tu es dirigé vers Saint-Roch. Et Saint-Roch, déjà, il y avait plusieurs personnes en situation d'itinérance depuis toujours, mais là, c'est encore plus grave. Et ce qu'on voit partout en ville, c'est que les organismes communautaires disent il y a des gens en situation d'itinérance, mais on n'a pas d'hébergement ici, on n'a pas de services ici. Parce que toutes les ressources sont à la même place. C'est ça. Puis on ne veut pas déplacer ces gens vers Saint-Roch parce que c'est rough aussi, Saint-Roch. On ne veut pas les déraciner de chez eux, dans leur quartier où ils sont au moins situés. Ils sont toujours habités dans Charlesbourg, au moins ils savent c'est quoi les ressources. Changer de quartier, c'est encore plus traumatique. Donc, pour nous, c'est très important de s'attaquer à chaque niveau de la crise de logement pour garder les loyers qui sont véritablement abordables, augmenter l'offre de logement social. Il faut passer par le gouvernement provincial qui n'a pas beaucoup d'appétit pour le développement de logement social actuellement. C'est ce que j'allais vous dire. Comment on fait en tant que ville pour proposer des solutions ou en tout cas avoir une orientation qui va vers ça, sachant qu'il y a deux autres paliers. Vous dites le provincial, mais là, maintenant, c'est le fédéral. On a vu le nouveau premier ministre Carney là, qui maintenant veut fabriquer des maisons en carton préfabriquées. Donc, on a l'impression, en fait, puis c'est des échos que plusieurs personnes qui sont dans la construction ou qui, mettons, envisagent d'acheter un bloc ou quoi que ce soit, ils disent c'est tellement compliqué parce qu'on doit composer avec la municipalité, le provincial, le fédéral. Ces gens-là communiquent pas toujours très bien ensemble, des fois pas du tout.
Comment on fait comme ville pour composer avec ça? Parce que c'est vraiment un enjeu là, de se démêler au travers de tous ces paliers de gouvernement-là. Là. Ah, c'est un casse-tête épouvantable, je dirais, pour développer le logement social en ce moment-là. Parce que le gouvernement, juste un peu de décortiquer le système, il y a le financement qui vient avec le fédéral qui est accordé au provincial. Mais Québec, on est la seule province qui a cette entente avec le fédéral. Puis ensuite, c'est la Société d'habitation de Québec qui, une fois qu'ils ont le go du gouvernement, ils vont dispatcher les projets, le financement pour les projets à travers le territoire. Mais en ce moment-là, ce que le CAQ ne fait pas, c'est qu'il ne prévoit pas un budget pour le logement social. Il gouverne par décret. Donc, il dit, il y a un peu de cash, peut-être on va faire un chèque pour le logement social. Il n'y a rien qui est prévu de façon prévisible pour développer le logement social. Et ça, c'est problématique parce que tous les offices municipaux d'habitation et toutes les coopératives, les coopératives des OBNL qui développent le logement social, le gouvernement dit, prévoir, pitchez-nous les projets. Mais ça coûte les sous, ça. Ça coûte le temps. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on va continuellement dire, on va acheter un terrain, on va engager les architectes, on va développer les projets de logement social, puis on va attendre jusqu'à quand pour avoir le feu vert pour peut-être notre projet serait accepté par le gouvernement provincial? C'est long. Donc, pour répondre à votre question, ce qu'on a proposé, c'est à Québec, malgré le fait que c'est clairement l'enjeu de provincial, on va prendre le taureau par les cornes, puis on développe un projet qui s'appelle « Je me loge ». L'idée, c'est qu'on va augmenter le budget pour faire l'acquisition des terrains, mais aussi, on veut commencer de faire l'acquisition des édifices qui existent déjà. Donc, déjà... Ça, c'est la Ville de Québec qui se porterait acquéreur de terrains et de bâtisses. C'est exactement ça. Puis, donc, la Ville de Québec, on va acheter, disons, il y a une triplex, une sixplex qui a déjà les loyers modiques sur le marché. C'est-à-dire, nous, on va acheter ça, puis on va mettre ça dans un programme où on va garder les loyers modiques. Donc, c'est un peu le cas... Ça devient une forme de subvention, autrement dit, si on est avec des loyers en dessous du prix du marché. C'est ça. Bien, ce n'est pas nécessairement une subvention. C'est plutôt... je peux dire ça. On va élargir le parc hors marché. Mm-hmm. Donc, ça va être plutôt à l'abri des hausses de loyers sur le marché privé. C'est plutôt municipalisé, si on peut dire. Autrement dit, au lieu de nationaliser, c'est la ville qui s'y devient comme propriétaire, si on veut, ou en tout cas garant de ces immeubles-là. Mais même si ça, vous parliez de délai avant d'avoir des autorisations, de ce qu'on comprend, même si on sort 2 secondes du logement social comme tel, puis on prend le logement globalement ou la construction globalement, on dirait que ce qu'on entend souvent, je serais curieux de vous entendre là-dessus, c'est que ça prend des délais épouvantables avant d'avoir des autorisations pour des mises en chantier, que les gens font des demandes à la ville, puis théoriquement, ça serait supposé de prendre, je ne sais pas, 30 jours, 60 jours, puis des fois, ça prend des mois ou des années. Comment on fait pour adresser ce problème-là? Parce que oui, il y a un enjeu pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais je pense qu'il y a un enjeu pour tout le monde en ce moment. Il y a des gens qui nous écoutent, ils voudraient avoir une maison, un condo, puis il n'y a pas de place finalement. On dirait c'est comme congestionné à ce niveau-là. Je suis curieux de vous entendre. Il y a plusieurs enjeux. J'entends ça souvent aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans la machine d'accord des permis? Mm-hmm. C'est un peu mystérieux pour moi parce que il y a tellement des détails dedans. Qu'est-ce qui bloque et dans quel arrondissement? C'est mystérieux. Nous, on propose que, à travers le territoire, pour accélérer la construction des logements, mais avec une densification douce, on va zoner la Ville de Québec en entier d'avoir les sixplex. Donc, partout sur le territoire, on peut avoir les logements avec 6 logements dedans.
sans passer par un changement de zonage, sans passer par les technicalités. OK, par Donc, exemple, ça va on est dans le éléger quartier, un peu... on est dans le quartier Les Saules, on a un bungalow, le bungalow est vieillissant, on pourrait le détruire, par exemple, construire un sixplex là-dessus, il n'y aurait aucun changement de zonage nécessaire pour y arriver. Pas pour les 6 logements. Si c'est quelque chose de genre, je ne sais pas si vous voulez changer la hauteur ou... je ne rentrerai pas dans les détails, OK, mais... il peut y avoir toutes sortes de règles parce que, par exemple, ce bungalow-là, si dans une place où est-ce qu'on dit pas plus que 2 étages, ben là, faire un 6 logements, ça pourrait être difficile. Donc là, il pourrait pas réussir le test de cette règle-là, mais en théorie, son zonage serait correct. Et c'est ça. Si vous voulez faire comme les giga grosses logements et vous voulez faire 6 logements sur genre 20 étages, peut-être il y aura un changement de zonage, mais... Simplifier le processus. Simplifier le processus, c'est ça. Je comprends. Parce que c'est un enjeu, puis ça pourrait nous amener à plein d'autres sujets, parce qu'on parlait de l'itinérance avant, mais c'est la même chose pour le logement. Il y a un gros enjeu, on le sait, de ce qu'on appelle le not in my backyard. Mm-hmm. Donc, tout le monde est d'accord. Si on se met 20 personnes ici autour de la table, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème de logement, il n'y en a pas assez, il y a trop de gens qui veulent un logement pour la quantité de logements qu'il y a. Après, on peut s'obstiner sur les détails, mais tout le monde est essentiellement d'accord là-dessus. Mais les gens, ils veulent pas avoir des blocs construits à côté de chez eux. Ils aiment rester dans leur quartier tel qu'il est. On veut pas trop que ça change. Fait que c'est un peu ça, l'idée qui est visée avec ça. C'est comme un peu dire, écoutez, il faut que tout le monde fasse sa part à quelque part. On a besoin d'avoir plus d'unités, donc on met cette règle-là pour tout le monde. Puis on considère que 6 logements, c'est raisonnable. Là, donc les gens ne peuvent pas faire des tours de 20 étages à côté dans un quartier résidentiel, mais un 6 logements, c'était ça le critère, en gros, de ce que je comprends. Bien, c'est ça le critère, en gros, parce que, tu sais, il y a toujours les personnes qui sont frileux à changement. Anyway, on comprend ça. J'ai été gestionnaire de changement juste avant d'être élu. Il y a toujours une tranche de la population qui ne sont pas d'accord avec le changement. Mais, à un moment donné, la réalité, c'est qu'on est en crise de logement, puis on est en pleine croissance démographique. Et aussi, la nature des ménages change. Il y a beaucoup plus de personnes qui habitent seules en vieillissante. Il y a aussi beaucoup plus de personnes qui se séparent. Donc, il y a comme pour une famille, il y a 2 logements, un peu comme ma situation. Donc, on voit que les demandes de logement, ça change. Donc, il faut plus de logements. Comment on peut faire ça? Le grand défi de nos temps. Comment on peut augmenter le logement en sauvant les espaces verts et gardant une abordabilité? Parce qu'on ne peut pas construire constamment des nouveaux projets qui vont juste continuer de hausser les prix. C'est comme il faut à un moment donné aussi garder l'abordabilité, augmenter l'offre de logement social, mais aussi créer plus d'espace pour les personnes. Et surtout, une autre chose qu'on veut dire, c'est qu'il faut avoir plus des grands logements. Parce qu'on voit de plus en plus, c'est difficile d'avoir les logements de 3 chambres et plus. Mm-hmm. Donc, parlons-en des grandes familles ou les familles récomposées. Donc, peut-être à un moment donné, vous avez 2 enfants. Une semaine sur 2, il y a 6 enfants, l'autre semaine, il n'y en a pas. Là. C'est exactement ça. Donc, tu sais, on perd ces gens-là dans les quartiers centraux, les grandes familles, parce qu'il n'y a juste plus des grands logements. Donc, on veut installer dans les constructions de 50 logements et plus une règle de les grands logements à 6,5. Parce que, présentement, les grands logements, c'est considéré 4,5 et c'est pas assez gros pour les familles. Mais là, vous parlez de règles. On sait qu'il y a une règle très controversée à Montréal, par exemple, qu'on appelle la 20-20-20. Ouais. Où est-ce que 20 d'un édifice qui est bâti doit être en logement social, 20 commercial. En tout cas, quand même assez rigide. Et si on ne se conforme pas, il y a des amendes assez virulentes. Et la plupart des constructeurs sur l'île de Montréal choisissent de payer l'amende plutôt que de se conformer à la règle. En quoi le gouvernement ou la municipalité c'est mieux que le marché, autrement dit, qu'est-ce qu'il faut construire réellement dans son édifice? Puis est-ce que c'est vers des règles rigides comme ça vous voulez aller ou c'est sur quelque chose un peu plus libéral, je dirais, ou est-ce qu'on veut donner plus de flexibilité aux constructeurs pour faire d'autres choses ou c'est vraiment plus des exigences type Montréal? Qu'est-ce que vous voulez vous diriger? On cible un peu l'idée de Montréal, sauf que dans la règle 20-20-20,
Tu parles de logement abordable, puis ça ne veut rien dire réellement. Nous, on cible 25-25. Donc, 25 logement social, 25 grand logement. Grande C'est famille. avec la différence, c'est Montréal, c'est 20 logements et plus. Nous, c'est 50 logements et plus. Donc, vraiment les gros projets. Fait que c'est une règle qui ressemble à Montréal, mais qui a des particularités différentes. C'est exactement ça. Et pourquoi? Parce que c'est la question de compensation. C'est, bien franchement, il faut qu'on finance le logement social parce qu'on veut éviter qu'il y ait les gens dans la rue. Une des choses que j'entends beaucoup avec les promoteurs, surtout dans les quartiers centraux, surtout dans Saint-Roch, c'est que l'itinérance, c'est vraiment grave. Là. Puis, tu sais, d'avoir les personnes en itinérance devant chez moi, et, tu sais, la valeur de mes immeubles, ça diminue parce qu'il n'y a pas personne qui veut habiter là. Mais si on n'a pas les moyens de loger les personnes en situation d'itinérance ou, tu sais, prévenir qu'ils tombent dans la rue, là, il faut que tout le monde fasse leur part à quelque part pour qu'on peut loger ces personnes-là. Vous parlez, on a parlé d'itinérance. Quand le maire s'est fait élire, Renaud Marchand, il disait qu'il y avait un plan pour l'itinérance zéro. Je me souviens de la formulation. Je pense que les gens constatent que ça s'est plutôt détérioré là, dans les dernières années, ou en tout cas, ça ne s'est pas amélioré. Je n'ai pas les chiffres en tête, là, mais je pense que même à vue de nez, on voit qu'il y a beaucoup de gens en situation d'itinérance. On entend toutes sortes de choses. Il y a des gens qui disent évidemment que c'est lié à la crise du logement. Puis ça, bien, de toute façon, il y a plein d'études qui le démontrent, là, qu'il y a un lien direct entre les deux. Il y a d'autres gens aussi qui disent que ça a un lien aussi avec la drogue puis tout ça. C'est quoi un peu votre vision par rapport à justement la sécurité dans les quartiers? Il y a un enjeu par rapport à ça aussi. Pas juste Saint-Roch, là, mais je pense particulièrement à ce coin-là. Là. Mais écoute, quand vous dites la sécurité, c'est ça, un autre axe de notre campagne, c'est d'avoir un sentiment de sécurité dans tous les quartiers. Parce que, tu sais, on parle de ce que vous avez dit sur... Il y a une tranche de la population en itinérance. Ils sont là à cause de crise de logement. Peut-être on les voit, peut-être on les voit pas. Ils sont pas... C'est pas toutes les personnes qui sont en itinérance qui sont dans la rue encore. Des fois, ils sont hébergés à 3 mois. Des fois, ils sont sur le divan d'un ami. Mais on veut éviter que ces gens-là tombent dans la rue parce qu'une fois que tu es dans la rue, là, c'est traumatisant. Je vois les personnes avoir leur sac de couchage, leur petite matelas, fait ramasser par la ville et jeter. Puis ensuite, ils vont tourner dans un organisme pour dire « Est-ce que je peux avoir un autre sac de couchage? » Tu sais, c'est cyclique de perdre tous tes biens constamment. Est-ce que ces gens-là sont plus susceptibles de tomber dans les problèmes de consommation? Évidemment, parce qu'ils sont traumatisés chaque jour. C'est terrible. J'ai oublié les questions. Il y a quand même de quoi qui m'intrigue dans ce que vous dites, c'est que dans le fond, les employés de la ville se promènent pour ramasser ces trucs-là, pas qui appartiennent aux itinérants, mais je veux dire qui traînent, mettons, ou quelque chose comme ça. Puis ils se débarrassent de leur matériel pour dormir, autrement dit. Puis après ça, ils doivent aller se rechercher du matériel dans les organismes communautaires qui, eux, sont probablement financés par la ville. C'est un drôle de cercle vicieux. C'est un drôle de cercle vicieux, puis vous me ramenez à le point que je voulais faire, c'est que il faut qu'on travaille pour héberger ces gens-là. Il y a déjà plusieurs organismes qui luttent avec le programme de logement d'abord. Donc, pour sortir les gens de la rue, ils le prennent en main. OK, on va vous trouver un logement une fois que vous êtes prêts, parce que quand on dit prêt, des fois, c'est juste une question de est-ce que vous avez retrouvé vos cartes d'identité qui étaient jetées par la ville, qui étaient dans votre sac de couchage, et toute la complexité de trouver ça pour avoir un logement, etc. Donc, une fois qu'ils sont prêts, d'avoir la place pour les loger. Mais pour ça, on travaille en partenariat avec les gros promoteurs. Il y a comme plusieurs promoteurs qui disent, écoute, dans notre grande parc de logement, on va aider avec pêche ou clé en main pour avoir ces gens-là placés dans un appartement, quoi que ce soit. Et il y a toujours un suivi avec les visites par les intervenants en santé mentale, etc. Et c'est juste une question de l'offre.
Donc, s'il y en a plus des promoteurs qui embarquent dans les solutions pour sortir les gens de la rue, puis aussi si nous, la ville, augmente le financement envers les personnes les organismes de l'itinérance pour faire ce suivi-là, ça va être les réelles solutions. T'sais? Mais continuellement, de mettre l'argent de traiter le symptôme de il faut tasser les gens en situation d'itinérance et avoir les personnes ramasser leurs affaires. Là. Je trouve que c'est inutile. Je trouve que c'est mieux d'investir dans le communautaire pour sortir ces gens de la rue. De manière que vous parlez, il y a un rôle pour l'entreprise privée dans tout ça, justement. Je ne suis pas 100% d'accord avec l'idée d'aller avec des règles rigides là, du 25-25. Je pense qu'il y a des gens qui veulent construire à Québec présentement, puis que ça va pas vite. Ils trouvent que c'est lent, ils trouvent que c'est compliqué, que ce soit les affaires de zonage ou toutes sortes de taxes qui sont imposées. Je pense que j'ai écouté une entrevue des frères Trudel qui sont très vocales sur le sujet. Ils disaient qu'il y avait comme 450 ou 500 $ de taxes dans le loyer qui était chargé ou presque de leur côté. J'ai le feeling que les embûches au niveau des 3 paliers gouvernementaux sont vraiment gigantesques. Puis de l'autre côté, la ville ou un parti comme Transition Québec va proposer que la ville devienne propriétaire de plus d'espace et éventuellement construise elle-même des logements ou rénove des logements existants. J'ai comme l'impression que c'est comme de donner une canisse de gaz au pyromane. Dans le sens que celui qui crée le problème un peu de ralentissement dans la construction ou de l'augmentation de l'offre, c'est les paliers de gouvernement comme tel. Puis là, le gouvernement deviendrait propriétaire de plus de terrain, puis lui-même irait dans la construction. J'ai comme l'impression qu'on passe un peu à côté. On devrait juste laisser plus de cordes aux promoteurs puis de faciliter un peu la construction, plutôt plus qu'autre chose. C'est quoi votre philosophie par rapport à ça? C'est difficile à dire parce que chaque projet de construction, ils ont à la Ville de Québec, ils ont leur propre couleur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme, tu sais, les frères Trudel, dans un certain sens, ils font le travail du Seigneur. Là, c'est comme ils prennent les espaces mal aimés, délaissés, puis ils vont faire les immenses changements pour déminéraliser, densifier et revitaliser les espaces morts. Ils font ce qu'il faut faire. Place Fleur de Lys, mettons. Place Fleur de Lys. Un peu mal aimé de la ville, un centre d'achat un peu désaffecté. Puis eux, on dit, on se porte à carreau de ça, on va faire des logements, on va faire... c'est un peu ce genre d'endroit-là que vous pensez. Place Fleur de Lys, Galerie de Chalabourg. Je me rappelle pas la place dans Sainte-Foy, là. Mais ils ont des gros projets hyper complexes. Et ils font les quartiers en entier. Donc, la complexité de ce qu'ils font, c'est génial. Et j'avoue que tous les visionnaires, ils ont toujours des difficultés parce qu'ils voient les occasions et des opportunités qui rentrent mal dans une boîte qui sont déjà établies. Donc, c'est une question de... Je rencontre les frères Trudel, je les ai déjà rencontrés pour savoir qu'est-ce qui... souvent, je pense qu'ils sont assez proactifs dans la consultation, proactifs dans le sens de comment on peut faciliter leur vie. Donc, pour eux, pour les frères Trudel, je pense que c'est des bons cas et je les suis vraiment de près de voir... qu'est-ce qui bloque pas? Parce qu'ils font un peu d'expérimentation. Et c'est intéressant c'est peut-être être pionnier parce qu'il y a plein d'embûches. mais c'est quand même les cas d'école qui sont un peu en train d'écrire l'histoire de comment mieux... qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux aménager la ville. Donc, je suis ça de près. Puis est-ce que vous voyez un danger avec une ville qui se porte acquéreur d'actifs immobiliers dans le sens que si on négocie mal, par exemple, on peut acheter trop cher. L'exemple le plus frappant qui vient en tête des Québécois, c'est le terrain de Nordvolt qui a été vendu à 220 millions de dollars alors que Luc Poirier l'avait acheté comme 15 millions à peu près. Fait qu'on est vraiment dans un monde où est-ce qu'on se dit, écoute,
si on donne aux fonctionnaires le mandat d'acheter des terrains, d'acheter des bâtisses, est-ce que ça se peut qu'ils paient trop cher? Est-ce que ça se peut aussi qu'on paie trop cher quand c'est un ami? Est-ce qu'il y a des possibilités de collusion, corruption qui peuvent émerger de ça? Est-ce que vous voyez un danger avec ça ou vous avez des mécanismes mis en place pour vous assurer que ça n'arrive pas, autrement dit? Mais c'est ça que, tu sais, c'est délicat. Hier, lors de notre annonce, ils ont dit, mais quel terrain? Je dis ça, puis dis le prix que je cible, ça va exploser, là. Ouais. Donc, il y a comme un problème, parce que, tu sais, Bonne stratégie de négociation. tu sais, comme le gouvernement, il fait pas faillite, là, tu sais, donc je comprends la stratégie. Mais encore une fois, tu sais, je suis un politicien de gauche. Oh oui. Et à travers de 4 ans, je peux dire que je devrais être comme les mauvais capitalistes, promoteurs immobiliers, tu sais. Il y a une grande humanité à travers de tous ces gens-là. Et à un moment donné, tu sais, on voit qu'il y a toutes sortes d'embûches. On parlait de permis, on parlait de complexité de logement social. On voit aussi, on n'a pas embarqué dans les banquiers et l'accès au crédit et les calculs des risques est devenu beaucoup, beaucoup complexe. Et les banquiers, ils veulent quelque chose de clair, net, zéro, reste jamais, jamais, jamais pour investir. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Les banques, c'est fédéral, donc je mets ça à côté. Donc, il y a toutes sortes d'embûches qui ont créé une tempête parfaite pour y arriver à notre crise de logement et crise d'itinérance. J'espère qu'on est dans un moment d'histoire où on peut se dire, écoute, il faut travailler ensemble pour régler le fait qu'on ne veut pas qu'il y soit tant de monde dans la rue. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui souffrent. Puis aussi, on fait une compte, la pauvreté, c'est pas bon pour l'économie. Tu sais, si tout le monde sont en train de payer 70% de leurs revenus, même des fois 100%, juste pour se loger, puis cet argent-là, en fait, ça ne va pas tant dans les poches des promoteurs, ça va sur les intérêts qui sont payés par les promoteurs, etc., qui vont aux banquiers. Mais on est juste en train de sortir toutes sortes de richesses des humaines pour enrichir les banques. Tu sais, c'est comme... Il faut à un moment donné voir qu'est-ce qui est mieux pour tout le monde. C'est qu'on travaille ensemble puis voir comment on est rendu à ce point-là dans l'histoire et qu'est-ce qu'on peut faire pour que, tu sais, on commence de mieux vivre encore. Ben, au final, tout le monde s'entend que l'itinérance, c'est un problème. La crise du logement, je pense que c'est le gros problème dans l'immédiat. Puis ça aurait dû être au centre des dernières élections, mais je pense que malheureusement, pour toutes sortes de raisons, on a un peu passé à côté. Mais moi, en tout cas, c'est ce que tout le monde me parle tout le temps. Chaque fois que je parle à quelqu'un, je ne suis pas capable d'acheter de maison, je ne suis pas capable de trouver un logement. C'est le sujet dont tout le monde parle. Je suis content qu'on ait pu en parler parce que vous disiez au début, la dernière campagne, c'était un peu un concours de popularité, puis on ne parlait pas des vrais sujets. Là, on en parle. Si vous aviez, on a parlé de logement, on a parlé d'itinérance, on a parlé d'environnement, si vous aviez un autre sujet qui, pour vous, je pense, dans la campagne, devrait être plus discuté, ce serait quoi? Mais tu sais, à la base, c'est le coût de la vie. Donc, tu sais, mais tu crise de logement, ça embarque dedans. Mobilité. On ne peut pas parler de politique municipale à Québec sans parler de mobilité, tu sais. Non, pas le troisième lien. Ben c'est ça, justement, parce que là, les gens, un autre commentaire, je me fais l'écho d'auditeurs et de gens qui commentent. Un commentaire qu'on a souvent, c'est là, je suis plus capable d'entendre parler du tramway puis du toit. Parce qu'on fait juste parler de ça depuis 2016, 2015. Il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. Les gens ont comme l'impression que c'est comme si la ville était un peu paralysée, là, dans le sens qu'à un moment donné, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Comment on fait pour convaincre les gens qu'on peut sortir un peu de ce... Je pense que les gens sont moroses un peu. On peut-tu dire juste la vérité sur le tramway? C'est pas le train électrique qui est important. On veut financer le remplacement d'égouts et d'aqueducs par le fédéral. C'est juste ça, l'histoire. On peut-tu le dire? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Parce que c'est juste ça.
Moi, j'ai tout le temps dit que le train électrique qu'il y avait par-dessus, peu important, un tramway, c'était pas ça qui était important. Ce qui est important, c'est qu'il y a des grandes artères qui ont besoin d'une réfection en profondeur de leurs égouts et leurs aqueducs. Puis on essaie de shipper la facture au fédéral avec un train électrique. J'ai vraiment l'impression que c'est ça pour la Ville de Québec. C'est une bonne question, mais je dirais pas si c'est nécessairement ça, parce que c'est un peu à part ce financement-là. OK. C'est comme les sommaires qu'on a votés, parce que je me rappelle très bien les premières, j'étais comme « Ah oui, c'est quoi ça? » Puis c'était vraiment pour le remplacement des égouts et tout ça. Ça venait d'une enveloppe fédérale pour justement changer les égouts. Parce qu'il y a des grands besoins à Québec d'infrastructures. Je pense que c'est non, pas non négociable, mais je veux dire, le déficit d'infrastructures à Québec est gigantesque. Là. Je dirais au Québec. Au Québec, là. Définitivement. C'est comme... c'est incroyable. Donc, à Québec, au Québec, partout, oui. Les infrastructures, il faut être rénovées. Puis, on a une époque où l'argent qui est dédié à ça, c'est pas nécessairement au rendez-vous. Exact. Faire passer le tramway au-dessous, c'est pas... je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise... Coordonner les grands travaux ensemble, c'est une bonne affaire. Un des problèmes, nous, on parle beaucoup des toilettes publiques et comment c'est important d'avoir les toilettes publiques dans tous les quartiers, dans tous les parcs. Et les toilettes, en soi, c'est pas si cher que ça. Mais ça devrait la pas être cher. plomberie vient et les tuyaux pour brancher les toilettes publiques, ça il y a de coûts. Donc, c'est une question de mieux arrimer les projets pour ouvrir les rues puis faire les infrastructures sur terrain, c'est complexe. Mais l'explosion des coûts, je pense, joue beaucoup dans la perception que les gens... en fait, dans l'opinion que les gens ont des projets que des partis peuvent proposer. Beaucoup de gens, ce que j'entends, disent... Oui, moi, je pense qu'on en prend un système de transport en commun plus performant à Québec, mais les prix qui nous sont proposés, on dirait, sont démentiels. Puis on voyait, par exemple, la mairesse de Longueuil qui a fait une sortie là-dessus récemment, disait même juste mettre des dos down à terre dans la rue, c'est rendu des prix de fou, des lampadaires, des feux de signalisation, c'est rendu... C'était des montants démentiels, 1 million pour changer un... On peut-tu faire quelque chose pour ça? Parce que j'ai l'impression que les gens, on dirait maintenant, ils vont se rebuter en disant on n'a pas les moyens là, de se payer ces projets-là. C'est beaucoup ce que j'entends. Beaucoup de gens sont en faveur, évidemment, du transport en commun, mais ils disent que c'est trop cher. Le projet qui, au départ, devait être 3,3 milliards, quelque chose comme ça, le tramway. Là, on serait rendu, il n'y a rien de fait vraiment encore, mais on nous parle de 10-12 milliards, les derniers chiffres que j'ai entendus. Même genre de chiffre pour le troisième lien. Même genre de chiffre, c'est ça, même genre de chiffre pour le troisième lien. Est-ce que vous pensez que c'est des prix qui font du sens ou il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système? Qu'est-ce qui est vraiment problématique? C'est une espèce de culture politique centriste qui veut pas avancer. En fait, il veut le statu quo. Donc, ils sont tout le temps en train de chercher l'opinion publique et gouverner selon les sondages. Ça crée un immense immobilisme. Immense. Donc, c'est comme on a pu vu avec littéralement tous les projets de mobilité. Je ne parle pas juste troisième lien et tramway. Il y en a d'autres. Mais démêler les spaghettis aux têtes des ponts, le pont étagère sur les Bourgneuf. Oui. Et il y avait une autre qui m'échappe, mais ça va me revenir. Ah, bien, à Lévis, c'est la même chose, l'élargissement de la 20 juste d'un côté, mais pas de l'autre bord. Donc là, il y a un goulot d'étranglement épouvantable pour les gens qui sont sur la rive sud de Québec. Donc c'est ça, ces grands projets-là avancent pas. Puis ce que vous dites, c'est par l'obsession des politiciens d'essayer de plaire un peu à tout le monde plutôt que de dire, regarde, on le fait, au pire, si les gens ne sont pas contents, ils nous foutront à la porte au prochain mandat. Mais c'est un peu ça. Ouais. Parce que si on avait dit, au début, on va de l'avant, tramway va de l'avant, c'est parfait, c'est censé être 14 milliards de dollars. On aurait eu, c'est censé être livré pour 2026. Fini! Puis si tout le monde va avoir la paix de
ne plus en parler ou chialer ou chialer pas, mais au moins chialer sur un projet qui est en train de rouler, tu sais. Mais... Et là, il se passe rien. Il ne passe rien. Le coût, tu sais, les prix explosent parce qu'on change de projet constamment. Exact. Donc, quand on parle de prévisibilité, les promoteurs, c'est comme, OK, c'est quoi le projet? OK, c'est quoi le l'appel d'offres? Oh, ça change. OK, ça change. Puis, on ne peut pas vraiment avancer quand on est constamment en train de changer et réviser. Donc, la prévisibilité, ce que j'entends dans la Chambre de commerce, ce que j'entends partout, c'est on veut juste un peu de prévisibilité. Dans les prix, même parce que je siège sur l'Office municipal d'habitation, donc dans les constructions, c'est ça aussi une question de, OK, on va faire un appel d'offres et des fois, c'est comme 45 plus que le prix. Des fois, c'est comme 20 en bas. C'est complètement imprévisible, les prix, parce que, aussi avec le taxe de Trump, là, les prix de matière, ça change. Donc, d'avoir un peu plus de prévisibilité, aussi avoir les gouvernements qui sont comme, OK, on va juste comme garder la cap sur les projets, là, ça va aider avec au moins le contrôle des prix et l'avancement de tous les projets de mobilité. Vous pensez que c'est un peu pour ça, excusez Yann, j'allais te couper, là, mais est-ce que vous pensez que c'est ça, toute cette hésitation-là qui a fait qu'à un moment donné, il n'y avait même plus de consortium qui voulait le bâtir? Le tramway, que la ville a dit on va être les maîtres d'œuvre. Finalement, le gouvernement leur a retiré. Là, on a impliqué la caisse de dépôt là-dedans. Je ne sais pas pourquoi la caisse de dépôt construit du transport en commun maintenant. Là. Mais c'est à cause de ça, selon vous, c'est le fait qu'on hésite tout le temps, qu'on change de trajet. Là, si on prend le projet tel qu'il a été présenté la première fois par le maire Labaume et le gouvernement Couillard, c'est plus le même projet, en fait. Là. On a changé. Avant, il y avait un SRB, je pense, d'impliquer là-dedans une place. Ça desservait des banlieues qui maintenant sont plus desservies. C'est ça que vous dites, dans le fond. Le fait qu'on ait changé d'idée 50 fois sur le projet, qu'on ait avancé, reculé, changé le trajet, changé le type de wagon, c'est ça qui fait que les prix explosent puis qu'on n'est pas capable d'aller de l'avant. Là. Mais c'est créé... Si j'étais investisseur, puis j'ai regardé un projet... Puis chaque jour, chaque semaine, là, j'ai pas beaucoup de confiance que ça va avancer ou ça change. Ou c'est comme, tu sais, essayer de toucher une cible là, qui bouge, là, je dirais pas sûr. Et tu sais, les banquiers, là, les banques, ils ont un calcul beaucoup plus précis sur où ils vont investir. Donc, est-ce que moi, je vais demander... ma banque, si je suis une consortium ou une entreprise dans une consortium, on va dire, OK, est-ce qu'on sent une certaine sécurité pour investir dans ce projet-là? Je pense pas. Et l'autre chose, c'est que ce que j'avais entendu lorsque je siégeais au RTC et j'ai assisté au grand colloque de conférence sur la mobilité, transport en commun, c'est vraiment petit, nos projets de tramway. C'est minuscule. Quand les consortiums, quand les personnes qui construisent les tramways, là, quand ils veulent construire, ils ne veulent pas un petit projet de comme 4 milliards de dollars. Ils veulent que les régions, ils vont investir massivement dans un projet de transport. Comme Alberta, Ontario, il y a plusieurs villes qui ont des projets de tramway. Puis là, ça devient intéressant. Donc, si vous regardez partout sur la carte mondiale et dire où est-ce que je vais investir ici, et on remet en question constamment à Québec, ça prend beaucoup de guts d'investir et faire une bid sur un projet de tramway à Québec si c'est pas sûr. C'est beaucoup de travail à monter une bid sur un appel d'offres sur un tramway. Donc, je comprends pourquoi il n'y avait pas les personnes qui ont répondu à l'appel d'offres. Pensez-vous que c'est encore ça? Parce que moi, c'est ce qu'on entend, puis c'est un peu le message qui est véhiculé dans les médias, que c'est ça l'enjeu de l'élection, le tramway, que les gens vont voter. Là, ce qu'on entend, c'est que... Moi, je suis d'accord sur... on ne sera pas d'accord sur tout, mais je suis d'accord que l'enjeu du logement, c'est
tant qu'à moi, ça devrait être un plus gros enjeu que le tramway. Là. Mais qu'on est encore là-dessus, là, on a quoi? 3 candidats qui sont contre, 2 candidats qui sont pour, je ne sais plus. Là. On ne sait plus, en fait. Ça va changer. Ça va changer. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des mariages, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est-tu encore ça? Puis si c'est encore ça, est-ce que ça vous désole que ce soit encore ça, l'enjeu de l'élection? C'est pas... OK. Quand on dit tramway troisième lien, dans les médias traditionnels, il y a beaucoup de gens à travers du province de Québec qui cliquent. Oui. Montréal, ils sont fascinés par nous autres. Là. Donc, ça fait beaucoup de clics, mais les gens dans le quotidien, dans le porte-à-porte... Spontané. OK, donc, on fait un peu de tour. OK, vous êtes pro-tramway, contre troisième lien. Paf, OK, moi, là, puis il embarque dans le logement, il embarque dans le coût de vie, il embarque dans l'itinérance. C'est juste comme check, check. Et l'autre question, c'est comme, est-ce qu'on peut revenir vraiment sans frais avec le tramway? Je dis, non, désolé, j'ai lu le contrat plusieurs fois, je l'ai signé, non, on ne peut pas retirer. C'est pas vraiment une question de learn. S'il y avait une marge de manœuvre pour comme mettre une hache sur le tramway ou sur le financement, ça aurait été aux dernières élections fédérales, conservateurs, libérales, puis les libéraux, ils ont gagné. Donc, voilà, on a notre financement. Ça va. Donc, c'est plus... On est tanné de parler de ça. On est plus intéressé de parler de logement, comme on dit, mais côté mobilité... Au moins, on ne parle pas de nordique. Hein? On va revenir sur ça, là. On va revenir. Ben, on va revenir là. Non, mais quoi qu'on dise ça, une autre chose qui avance pas, c'est que le Colisée n'est toujours pas démoli. On achève. Là. Okay. Je vais juste retourner aux mobilités parce que une des choses que j'entends beaucoup, c'est les pistes cyclables et les vélos. Ouais. Et c'est vrai que ça a explosé. Il y a tellement de gens qui utilisent le vélo. Et en tant que cycliste, une des choses que j'ai évolué avec, c'est comme, ouais, il y a beaucoup de cyclistes. Ah, c'est hot, c'est cool, tu sais. Mais j'avoue que quand je parle avec les aînés, ils disent, on ne se sent pas en sécurité parce que ça roule vite, puis on est piéton, puis on n'est pas respecté. Surtout les nouvelles machines électriques. C'est aussi. Et donc, on a encore, c'est une question de gestion de changement, une question de, OK, peut-être, même moi-même, là, il y a une petite stop sur une piste cyclable. Le Rivière-Saint-Charles, là, c'est vraiment hors rue. J'ai quasiment fait une grosse collision dans 4 directions l'autre jour. Je suis comme, je pense que, j'assume le fait que il y a du trafic dans les pistes cyclables. Puis, on roule, on est tellement habitué de rouler comme on est dans une longue route de campagne, là, sur les pistes cyclables. Que peut-être à un moment donné, c'est comme, en fait, on est en ville, puis c'est comme le trafic de la ville, puis il faut qu'on s'ajuste, là. Comme cycliste, faites-vous vos stops? Oui. Oui, j'ai fait mes stops, mais... Mais c'est pas tout le monde qui est fait, hein? Mais je suis aussi politicienne, puis très visible. Ouais, c'est ça, là. Une photo de Jackie qui fait pas son stop, j'avoue que ça serait pas bon. Je l'attends, là. Chaque fois, je suis comme... Tu sais, en tout cas... Parlons-en. Vous êtes une politicienne de gauche. Donc, ça vient aussi avec certains stéréotypes. Oui. Le plus grand que le stéréotype d'une politicienne de gauche au municipal, ça va être que vous faites la guerre à l'auto. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, les détracteurs qui diraient ça? Puis peut-être même que nous, on dirait ça de notre côté. Est-ce que vous avez tendance à faire la guerre à l'auto, par exemple, dans votre parti politique? La guerre à l'auto. Moi... Plutôt, ce que je vois, c'est qu'il y a une grande tendance. La ville, depuis 50 ans, moi, je viens d'une ville qui crée, en produit l'acier pour l'industrie automobile. Okay. Puis l'automobile a vraiment changé le tram urbain de toutes les villes en Amérique du Nord depuis 50-70 ans. Exact. Ce que je vois, c'est comme avec le vieillissement de la population, il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de personnes qui perdent leur permis, qui ne peuvent pas prendre leur auto. Avec le hausse de la coût de la vie,
il y a de plus en plus de monde qui ont besoin juste d'un auto au lieu de 2. Et une des choses que je vois aussi, c'est que il y a, on veut les déplacements, on veut une liberté pour nos enfants d'être capable de se déplacer librement. Donc, moi, je ne suis pas tant contre l'automobile, autant que je suis plutôt, est-ce qu'on a des quartiers qui font du sens, qui sont comme, on a les services de proximité et les choses qu'on veut faire à pied et à vélo. Donc, c'est pas tant que genre, et les méchantes automobilistes, mais c'est aussi une question de, est-ce qu'on a la place, comme quand on parlait des gars de Fleur de Lys, des Trudel, là, ils sont en train de refaire une océan de stationnement, un quartier en entier. Ils ont aussi le stationnement intérieur parce qu'il faut, mais ils sont aussi en train de créer les quartiers où les personnes, surtout les personnes âgées, ils peuvent se déplacer, ils peuvent avoir quand même les services d'épicerie, de pharmacie, médicaux, etc., vraiment en dessous de eux. Là. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et quand je parle avec, dans les parcs et dans les cours de piscine avec mes enfants, j'ai beaucoup de mamans qui me disent, tu sais, ce serait fun si on avait une piste cyclable qui attache genre l'école primaire aux bibliothèques, à la piscine, au parc. Parce qu'on veut que nos enfants soient capables de dire comme « Hey, je vais aller au parc avec mon ami. » Et c'est quelque chose qui est complètement un angle mort. Et quand je vais dans les résidences des personnes âgées, les gens avec leurs triporteurs et quadriporteurs, ils me disent la même chose. Il y en a de plus en plus ça, sur les routes présentement. C'est exactement ça. Et quand je parle de gestion de changement, c'est une autre chose. C'est quoi la place des quadriporteurs et triporteurs dans l'avenir? Parce que c'est quand même c'est intéressant pour les personnes à mobilité réduite. Ils peuvent aller à 40 km sans être rechargés. Là. Mais c'est quand même... c'est quoi leur place? Est-ce que c'est dans les rues, dans les rues ou est-ce que c'est sur le cyclable, trottoir? Mais c'est une bonne question, ça, que vous posez, parce qu'une des choses qui m'a frappé l'an passé, notamment, j'ai fait un petit voyage en Europe, puis j'ai visité quelques villes, puis le constat que j'avais, c'est en Europe, les gens, ils cohabitent, en fait, dans la rue. Tu sais, je me promenais dans Paris, j'étais là, mais il n'y a pas de piste cyclable ici. En fait, il y en a un peu, mais tu sais, il y avait un vélo dans la rue, il y a un autobus qui passe au travers de ça, il y a une voiture qui arrive, tout le monde. En fait, pour nous, c'est un peu anxiogène. Tu as l'impression que c'est le chaos total. Mm-hmm. Mais on dirait que chez nous, on a besoin de... C'est très clair. Ça prend la rue. Là, il faut qu'il y ait le tramway sur une dalle à côté. Après ça, il faut qu'il y ait la piste cyclable pour le vélo, puis le piéton sur un trottoir. Là, je me dis, mais... il n'y a pas moyen de... C'est comme si notre mode est compliqué. Et puis même à Bruxelles, c'est encore pire. Tu vois le tramway qui passe sur des rails en plein milieu des endroits où les voitures circulent, les motos, on dirait que ça semble plus naturel. Je comprends. On est en Amérique du Nord, c'est une réalité très différente, mais c'est quelque chose que vous observez aussi, ça? C'est le grand débat, c'est un grand débat en urbanisme. Parce que la question des rues mixtes, c'est rues partagées. On a ça, ils ont fait un projet sur la rue Maguire. Mais donc, c'est comme les trottoirs sont vraiment plus bas. Okay. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des autos qui roulent sur le trottoir. Parce que les automobilistes ne voient pas nécessairement que c'est les trottoirs. Est-ce que les gens marchent dans la rue parce qu'ils se sentent en sécurité? Pas tant que ça. Donc, ça, c'est comme une grande question de... L'idée, c'est, dans le concept de rue partagée qu'on voit en Europe, c'est tout le monde se sent en insécurité, donc tout le monde fait attention aux autres. Donc, c'est ça c'est une chose. Mais quand je parle aux jeunes mères ou parentes et des personnes âgées, ils se sentent pas en sécurité qu'il y a une vélo électrique qui roule devant les RPA, là. Ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas juste sortir. Donc, c'est comme une question de...
moi, dans une rue partagée, je regarde les gens dans les yeux et je prends ma place. Tu sais, ne me frappez pas moi, là. Mais je suis aussi une personne différente parce que c'est pas juste les anglophones. C'est pas tous les anglophones qui se présentent à la mairie de Québec, là. Tu sais, c'est comme quand même, je suis une personne particulière. Mais vous trouvez pas que la sécurité, à un moment donné, ça prend beaucoup de place, je trouve, dans notre... Je dis pas que c'est pas important, mais... récemment, probablement que les gens écoutent, ont vu cette vidéo-là. Il y a une vidéo qui a fait le tour d'Internet où on voit un gars sur une trottinette électrique qui manque foncer dans le directeur de la santé publique. Là. Et là, j'ai pas vu ça. J'ai manqué quelque chose. On devait absolument voir ça. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'en plus de ça, la santé publique étudie, là, est-ce que c'est sécuritaire, des trottinettes électriques? Puis moi, je regardais ça en me disant, c'est un peu lunaire, là, dans le sens que je suis allé, comme je disais, dans des pays ailleurs et les trottinettes électriques, j'en ai vu partout, là, puis ça semblait pas être un débat de sécurité. On dirait qu'on fait beaucoup de cas pour pas grand-chose. Je sais pas si vous avez cette expérience. C'est important, je comprends, si vous avez 92 ans, puis il y a quelqu'un qui fonce sur vous avec une trottinette électrique, je comprends, ça peut être épeurant, mais on dirait qu'on est comme effrayé par des trucs. J'ai quand même juste une trottinette, là. C'est une bonne question, mais ce que je trouve à Québec qui est particulier, c'est on ne fait pas attention aux piétons, en général. Quand je suis venue ici, je viens de l'Ontario, là, je me rappelle à quel point je me sentais agressée parce que tu peux approcher la rue puis les gens, oh, il y a un piéton, donc je ralentis. Et l'autre jour, j'étais en train j'étais à l'Hôtel-Ville, puis il y avait une intersection avec les voitures sur les 4 intersections, puis tout le monde a arrêté. Et j'étais comme... Est-ce qu'il y a comme quelqu'un qui a fait une crise cardiaque ou est tombé? Genre, pourquoi il y a toutes les autos qui sont arrêtées? Ouais. Puis, il y avait toutes les plaques américaines. Et j'étais comme, il arrête pour moi pour qu'il me laisse traverser la rue. Tu sais, ben, j'étais complètement genre, y a-t-il une urgence? Comme... Ah, c'est ça. Donc, il y a une particularité comme culturelle ou de tradition au Québec qu'on voit pas. Comme un peu arrêté sur le bord de l'autoroute. Là, les gens font ça au Québec, on ne voit pas ça nécessairement ailleurs. Les gens arrêtent sur le bord de l'autoroute puis ils vont pisser. Ça aussi. C'est quelque chose qui est typique au Québec aussi, qui peut être surprenant. Donc, c'est vrai, il faut composer avec ça. Mais je pense que, on n'est pas plus fou que le reste de l'Amérique du Nord. Là. Donc, on peut changer. Je pense que, une administration de Téquiste avec Jackie Smith, il faut changer de culture, de respecter les piétons et être plus sensible à ça. Ah, ça, on s'entend là-dessus, c'est sûr, à 100%. Moi, je trouve tellement qu'on manque de courtoisie au volant au Québec, c'est l'enfer. Je suis 100% d'accord avec ça. Et écoute, Jackie, c'est super intéressant. Le temps passe vraiment rapidement. L'heure est faite. Okay. Ça se peut pas. L'heure est faite. Donc, Transition Québec, vous vous présentez à l'élection municipale. Vous avez présentement un élu. Évidemment, vous voulez améliorer votre sort. Tu te présentes, Jackie, à la position de mairesse, évidemment. Il y a le principe, je pense, à Québec, que si tu ne gagnes pas le poste de mairesse, tu peux devenir quand même conseillère. Et on a 2 votes. Ça, c'est l'autre chose que je trouve cool avec le municipal, c'est que tu peux voter pour... Le maire. La mairie, puis votre conseiller. Mais ça permet aussi que si vous êtes mitigé, parce que souvent, on a les tendances à faire comme... tu sais, je dois choisir le pire. C'est comme, tu peux choisir un peu aussi comme le pouvoir puis l'opposition. On peut vivre ça à Québec cette année. On a l'impression que Bruno Marchand ne fait pas tant que ça l'unanimité. Donc, pourrait peut-être conserver la mairie, mais aussi avec des gens qui lui mettraient beaucoup de bâtons dans les roues avec les postes de conseiller. On entend ces rumeurs-là qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à voter pour la mairie, pour le maire Marchand, mais qui ne sont pas tant prêts à voter pour le conseiller de son parti politique. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver et qui serait très sérieux à Québec quand même. J'ai vraiment hâte de voir parce que rien n'est acquis dans cette élection-là. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pas le sentiment que Bruno Marchand va passer comme une balle. J'ai pas le sentiment que Sam Hamad... il y avait les attentes, mais je ne sais pas s'il va réussir ces attentes-là. Je vois Respect citoyenne qui sont... on le voit. Non, je les vois aller, je suis comme... Ils font les... L'affaire, c'est que dans toutes sortes de partis politiques, il y a tellement des petites choses à ficeler.
Et je vois respect citoyenne, là, la façon de faire, là, roule. Encore un. Nous aussi, on roule. Ben, écoutez, on vous laisse là-dessus. On remercie beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Si les gens sont intéressés, puis on invite d'abord les gens à aller voter à l'élection. Si les gens veulent vous suivre, aller voir votre programme, là, il y a des documents qui vont être déposés au fil des semaines. Peut-être même c'est fait au moment où les gens écoutent. Comment on fait pour vous rejoindre? Comment on fait pour suivre l'actualité de Jackie Smith et de l'équipe de transition? Et nous, on est sur les réseaux Facebook et Instagram. On a notre page Facebook qui est www.transitionqc.org. Puis aussi, vous pouvez aller sur mon page Facebook, mon page à la Ville de Québec comme conseillère dans Limoilou et m'écrire. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Jackie. Merci d'avoir été là. Merci.